Je vais inviter les astronautes de la table ronde à nous rejoindre. Donc, Julie Payette, Eileen Collins, Jean-François Billy Bob, David Saint-Jacques et Terry Wirtz. Donc, je vous prie de prendre place. Table ronde de nos amis astronautes. Nous sommes d'abord très heureux et nous les remercions chaleureusement d'être venus se joindre à ce congrès. Et ça donne une dimension un peu extraterrestre à cette aventure. Et je vais tout d'abord leur demander de se présenter, car qui mieux qu'eux peuvent le faire, de se présenter eux-mêmes pendant une trentaine de secondes. Et donc, je voulais le faire par ordre alphabétique. Alors, si je me rappelle bien, c'est Jean-François qui est le premier. Bonjour à tous. Jean-François Clairvoy, astronaute français sélectionné dans le deuxième groupe en 1985, astronauticien de formation. Donc j'ai travaillé sur des projets de sondes interplanétaires et sur des satellites avant d'être astronaute. J'ai fait aussi une thèse d'ingénieur navigant d'essai sur ce qu'on appelle les vols paraboliques, les vols 0G, comme je les ai appelés à l'époque, qui sont des vols qui recréent la vraie apesanteur. Et j'ai eu la chance d'intégrer le 14e groupe d'astronautes de la NASA en 1992 et qui m'a conduit à réaliser 3 vols spatiaux à bord de la navette spatiale américaine et pour étudier l'atmosphère, ravitailler la station russe Mir, réparer le télescope spatial Hubble. Puis j'ai travaillé comme senior advisor astronaute sur le projet ATV, le ravitailleur européen de l'ISS. Et je continue toujours à temps partiel à travailler sur les vols 0G. Eileen, puisque nous sommes par ordre alphabétique, please, could you introduce yourself, please? Yes, well, thank you. And I'm very happy to be here. And I'm looking forward to our conversation today. My name is Eileen Collins, and I am a United States Air Force pilot and test pilot. I became an astronaut in 1990. And I flew 4 missions on the space shuttle, and I flew my second flight with Jean-Francois. We have many stories. It was a very wonderful flight to the Russian space station Mir, and that was in 1997. And I am now retired. I have 2 children who are now in their 20s, and I wrote a book recently, and that kept me pretty busy, and I do a lot of board work and advisory council work. That's it. Thank you. Monsieur Michel, can we add to this? Am I allowed to add something to what Eileen said? No. Yes, you can. You can always ask the question later and then suffer the consequences. It's your turn Eileen anyway. is very modest. Elle est très humble et elle a oublié de vous dire il y a que 3 femmes qui ont été commandantes d'une navette spatiale au monde et elle est la première et l'une d'entre elles. Et pour... Thank you. Just a few. Thank you. And Julie and I are friends from 1992. So. Julie, justement, c'est à vous. Comme Jean-François, j'ai été sélectionnée comme astronaute dans le 2e groupe d'astronautes canadiens en 1992 avec mes collègues Chris Hadfield et Dave Williams. Je me suis rapportée à la NASA en 1996 avec un groupe qu'on appelait les Sardines parce que nous étions 44 nouveaux astronautes et que si on nous mettait tous dans la même navette spatiale, on se sentirait comme des sardines. Nous avons été engagés en si grand nombre parce que c'était le tout début de la construction de la Station spatiale internationale. J'ai participé à 2 vols spatiaux à bord de navettes spatiales pour la construction de la Station spatiale. Le premier était la première image d'une navette avec la station spatiale, le premier arrimage manuel. Et à ce moment, la station n'était comprise que de 2 modules. Un module russe, Zarya, et un module américain, Node 1. Personne à bord, les lumières fermées. On était les premiers vraiment à visiter. 10 ans plus tard, 2e vol en 2009 à bord de la navette spatiale Endeavour pour la Station spatiale internationale. Encore une fois, un vol de construction. Mais à ce moment-là, la station était presque terminée. Elle était de la grandeur d'un terrain de football. À l'intérieur, 6 personnes. Nous étions 7 à bord de la navette spatiale Endeavour. Lorsque nous nous sommes arrimés, nous sommes devenus un équipage de 6 plus 7
13 astronautes à bord du véhicule spatial et à ce jour encore, c'est le record du nombre de personnes qui étaient ensemble dans un même véhicule spatial dans l'espace. J'ai bien hâte que ce record soit pulvérisé par quelqu'un d'autre. On a un peu de temps. Merci beaucoup, Julie. David? Oui, bonjour, merci. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, d'être avec des vieux amis, des gens qu'on voit seulement dans les fêtes de Noël, à l'occasion des réunions. Alors moi, j'ai 52 ans. J'ai été choisi comme astronaute en 2009 et je me suis joint donc à la classe de la NASA à Houston. Et ça faisait 16 ans qu'il n'y avait pas eu de sélection d'astronautes canadiens. Donc, presque une génération complète, un trou. Et heureusement, il en restait encore qui étaient actifs à Houston, dont Julie, qui a été une mentor là, incroyable. Et il restait Julie, il restait Chris. Bob était déjà un peu sur la sortie. Et donc, le bâton, on s'est passé le bâton un peu de justesse, comme ça, d'une équipe à l'autre. Avant d'être astronaute, j'étais médecin. Je travaillais dans le Grand Nord du Québec. Et avant ça, j'ai travaillé comme astronome et comme ingénieur. À Houston, j'ai fait un peu ce que tous les astronautes font, travaillé au centre de contrôle, participé à développement de procédures et éventuellement, j'ai eu la chance d'aller dans l'espace. Moi, j'ai volé à bord d'une fusée Soyouz avec les Russes en partant du Kazakhstan pour un séjour de presque 7 mois à bord de notre station spatiale internationale. Je suis revenu sur Terre il y a à peu près 3 ans. Et voilà, j'ai habité à Houston tout ce temps-là, mais je suis revenu à Montréal avec ma famille. Donc moi, je suis un Montréalais d'origine et moi, là, ça fait plaisir d'être de retour chez moi pour raconter mes histoires. Merci beaucoup, bravo. Terry, it's your turn. Bonjour, Terry Wirtz. J'étais pilote dans US Air Force, comme Eileen aussi, de F-16. Après ça, je suis devenu pilote d'essai pendant quelques années et après ça, astronaute dans la classe de 2000. Donc, j'ai eu l'opportunité de voler 2 fois en espace. La première fois sur Endeavour, comme Julie. Pendant une mission de 2 semaines, nous étions le dernier, le fin de construction de la station spatiale. Et après ça, j'ai volé avec les Russes aussi sur Soyouz pour une mission de 200 journées. J'ai quitté NASA à peu près il y a 5 ans. Maintenant, je travaille dans l'industrie d'énergie. Il parle très bien français. Non. Bravo. Merci. Merci beaucoup, Terry. Ouais. Si je peux me permettre de rajouter, Terry a eu la bravoure pour un pilote américain d'aller faire ses études avancées de pilote en France. Donc, c'est pour ça qu'il parle si bien français. Ouais. J'étais aussi à l'École de l'air français. J'ai fait un stage là-bas. Ouais. Ouais. Donc, nous avons la chance donc, d'avoir un Terry qui parle très bien français. Donc, moi, je m'appelle Michel Viseau et donc je vais animer cette table ronde autour de l'intelligence artificielle. Puisque c'est un peu l'objectif, alors que dans des nouveaux programmes dans le monde entier se relancent autour de l'exploration, notamment de l'exploration habitée, de l'exploration humaine. D'une part, poursuivre et développer l'utilisation et l'occupation, je dirais, de l'orbite basse, de l'orbite circumterrestre, avec des objectifs qui sont de moins en moins scientifiques et de plus en plus touristiques, de plus en plus sociétaux, parce qu'il peut y avoir du tourisme, il peut y avoir de l'art, il peut y avoir simplement du plaisir, il peut y avoir beaucoup de choses qui font sortir le voyage spatial et l'exploration spatiale de cet entre-soi technique, scientifique, qui était jusqu'à présent. Et bien sûr, on se projette notamment avec les États-Unis, avec la Chine, avec maintenant l'Inde et probablement un retour de la Russie vers l'exploration lunaire, vers l'exploration à long terme de la Lune. Alors ça soulève des défis, ça soulève un certain nombre de questions, des questions même de droit, qui sont extrêmement importantes, et c'est quelque chose qui va préparer en toute rigueur, du moins c'est ce qui est présenté, l'exploration future de Mars. L'objectif ultime actuellement qui est présenté
au-delà de l'utilisation éventuellement de ressources sur la Lune, c'est de préparer non seulement les hommes, mais les projets, les équipes, l'ensemble de la logistique qui se fait à se diriger vers le premier pas, j'espère, d'une femme sur Mars. Et donc, voilà un peu l'objectif. Dans ce grand système qui est extrêmement complexe, et tous les gens qui travaillent un peu dans le spatial savent combien il est difficile de concevoir des missions aussi longues, aussi lointaines, avec toutes les causes de sécurité, tout ce qui fait qu'on ne peut pas rater, on ne peut pas échouer, on doit réussir, parce que les êtres humains qui sont partis, ce ne sont pas simplement des hommes, ce sont aussi des parties de l'humanité, et qu'un échec, c'est un échec de tout le monde. Et donc, en quoi l'intelligence artificielle, puisque c'est le thème de ce congrès, va contribuer à peut-être aller plus vite, aller plus sûrement, de façon plus sécuritaire, vers ces objectifs. Alors la première question que je voulais poser à nos amis, et je vais les interpeller au hasard, c'est quand est-ce qu'ils ont rencontré pour la première fois l'intelligence artificielle dans leur vie d'astronaute? Julie. Oui, Jean-François s'est présenté. Il est français, mais il aimerait canadien. Billy Bob. Américain, non. Ou Billy Della Bob, comme disait Kurt. Julie. L'intelligence artificielle, qui est un terme aujourd'hui courant, tout le monde l'entend, je ne suis pas certaine que tout le monde le comprend ou comprend l'ensemble de la définition, est un terme qui n'existait pas il y a 30 ans lorsque j'ai fait ma maîtrise à l'Université de Toronto en Natural Language Understanding and Computational Linguistics. Et donc, j'ai écrit ma thèse de maîtrise il y a plus de 30 ans dans un domaine qui aujourd'hui est considéré l'intelligence artificielle. Nous étions intéressés par apprendre aux ordinateurs à parler comme il faut, normalement, natural language. Et nous étions aussi intéressés à pouvoir interagir avec des machines sur des lignes téléphoniques. Alors, tout de suite après ma maîtrise, j'ai été chercheur au laboratoire d'IBM à Zurich, dans une toute nouvelle division de recherche en natural language. Et par la suite, j'ai travaillé pour Bell Northern Research ici à Montréal, à l'île des Sœurs, qui était la division de recherche de Nortel. Et nous étions l'équipe qui avons travaillé sur le fameux 411 pour pouvoir téléphoner et pouvoir être compris sur les lignes téléphoniques. Au début des années 90, c'était complètement nouveau. Et voilà, mais malheureusement, tout de suite après que j'ai commencé chez Bell Northern Research, 2 semaines plus tard, l'Agence spatiale canadienne a commencé un recrutement d'astronautes et j'ai postulé. Et 6 mois plus tard, j'ai été sélectionnée. Donc, j'ai cessé de travailler en AI à ce moment-là. Merci beaucoup, Julie. David. Alors, j'ai fait mes premières études comme ingénieur à Polytechnique. Et puis, ma première job, en fait, j'étais ingénieur biomédical et je faisais de la reconnaissance de forme sur des machines de cathétérisme cardiaque, donc pour reconnaître des vaisseaux sanguins dans le cœur, pour mesurer la forme, tout ça. Donc, on s'était dit, on pourrait peut-être prendre plein d'images dont on connaît la réponse, parce qu'un médecin l'a déjà vu, puis le montrer au système pour qu'il fasse des corrélations lui-même, avoir une grosse matrice, comprendre aussi. Un peu comme Julie, c'était de l'intelligence artificielle, mais on n'appelait pas ça comme ça encore. Le mot n'existait pas, c'était dans les années 90. Et puis après ça, j'ai passé à autre chose dans ma vie, et puis je suis sorti de là, mais l'intelligence artificielle est revenue dans ma vie, je pense, formellement. J'imagine que c'est la première fois que j'ai utilisé un GPS. J'ai été impressionné. Je me souviens la première fois que j'ai utilisé ces machines-là, où tu donnes le point de départ, puis il y a une carte du monde avec des rues, puis tu vois qu'il travaille un peu, puis il trouve le chemin le plus court. Alors, clairement, il n'y a pas une grosse table où il sait la réponse d'avance. Clairement, d'une certaine manière, il figure la réponse. Donc, c'est comme ça que c'est rentré dans ma vie plus tard. Et maintenant, comme astronaute, vous savez, le Canada se joint à la NASA.
dans les missions pour retourner dans l'environnement lunaire et on va contribuer à un bras robotique pour la station lunaire, si on veut, qui va être doté peut-être, on ne sait pas trop comment, mais on parle d'intelligence artificielle évidemment dans tout ce qui est de la robotique moderne. Alors un peu, ça ne nous quittera jamais. Merci. Merci beaucoup. Eileen. Yes, well, thank you. I have 2 comments. So my first encounter with AI, as you said, the term was not used back then. It was 1990. There was a crew on the space shuttle, I believe STS-41, that did a speech recognition experiment. And they ran it on the ground, and then they did it in space to see if their voice box changed in space. So the results were mixed. So sometimes it worked, sometimes it didn't. But that was the first time I knew of anything that would eventually become AI. My second comment is I currently work with a insurance company, automobile insurance. And as you know, cars are being developed that are self-driving. So self-driving cars need sensors, they need a lot of data. So artificial intelligence, you think data, you need lots and lots of data for it to work. So these cars drive and they collect data and to get these big data sets and to determine, we're not there yet, but how these cars can safely drive, learn, and avoid accidents. How will that transfer to spacecraft? Aircraft also in spacecraft. So that's a project in work. It's going to take longer, my opinion, it'll take longer than we think. So we thought we would have self-driving cars in, by 2025. That's not going to happen. I mean, there's some, but not everyone. So I think it'll take longer. But that's probably my second encounter with actually working with AI. That's a real artificial intelligence. Jean-François. Je crois que la première fois que j'ai rencontré, puisque c'est la question de l'intelligence artificielle, c'était au cinéma. J'avais 13 ans, je vivais à Beyrouth et mes parents m'ont amené voir le film 2001, l'Odyssée de l'espace. Et je ne savais pas ce qu'étaient les ordinateurs ou les machines complexes. Et dans ce film, il y a une intelligence artificielle qui se rebelle contre un astronaute qui essaie de la débrancher. Et HAL, IBM décalé d'une lettre, hein, c'est ça. Et là, je me suis posé la question, est-ce que ce genre de machine existera réellement un jour? Pour moi, ça restait vraiment de la science-fiction, mais le fait qu'un auteur de film soit capable d'imaginer qu'une machine, un jour, pourra se comporter comme un être humain, ça m'avait pas mal intrigué. Mais il a fallu attendre plusieurs années encore avant que je redécouvre l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci à l'école d'ingénieurs en aéronautique et spatiale appelée SUPAéro à Toulouse, où j'avais des cours appelés système expert. On ne parlait pas encore d'IA, mais c'est une forme d'intelligence artificielle. Merci. Terry? Oui, pour moi aussi, c'était en science fiction. Quand j'étais teenager, j'aimais beaucoup Arthur C. Clarke pour le 2001. Et aussi Isaac Asimov. Et Asimov a écrit un livre où il a imaginé des ordinateurs qui pouvaient savoir en quelle direction la civilisation va aller. Et c'était vraiment intéressant pour moi d'imaginer un ordinateur qui pouvait savoir. C'était la psychologie en macro. C'était vraiment intéressant. Peut-être un jour, peut-être ça existe dans la CIA, je ne sais pas, mais c'était fascinant. Bien, merci beaucoup. Donc, tous nos astronautes ont rencontré l'IA un jour ou l'autre. Et je trouve que maintenant, l'intelligence artificielle fait partie intégrante de toutes les phases de la vie de beaucoup de gens, mais des astronautes en particulier. Et notamment, est-ce que ça peut jouer un rôle dans la sélection? Puisque une des parties extrêmement importantes des astronautes, c'est lorsqu'il y a plusieurs milliers de personnes qui appliquent pour cette carrière, il y a peu d'élus, il y a peu de personnes qui réussissent à être sélectionnées, dans lesquelles il y a une part de forme, il y a une part de compétence, il y a une part de chance. Je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Et
On sait que les premiers stades, à ma connaissance, alors peut-être que Jean-François est au courant, notamment dans les dernières sélections, par exemple, de l'Agence spatiale européenne, il y a une part d'intelligence artificielle qui a joué dans les premières phases de sélection et d'élimination. Oui, en fait, j'étais membre du jury de la 3e sélection d'astronautes de l'Agence spatiale européenne. Et en fait, la sélection en cours se déroule comme la précédente. Quand il y a beaucoup de dossiers, il y a des questions qui sont répertoriées dans un ordinateur, il y a des critères, et donc il y a un premier filtre automatique qui regarde dans quelle mesure le candidat qui remplit le dossier satisfait les critères. Certains sont très clairs et nets, c'est noir ou blanc, c'est 0 ou 1. D'autres, c'est un peu flou, donc il y a un peu de traitement de texte, notamment dans la lettre de motivation, pour voir les mots qui ressortent le plus souvent, etc. Donc il y a un préfiltrage par une intelligence artificielle des dossiers qui semblent être intéressants. Mais tous ont été revus par des humains. La grande majorité était bien filtrée par le système automatique, et il y en a quelques-uns qui ont été repêchés par un jury humain, mais qui n'était pas en face de l'astronaute. Là, c'était de la revue de dossier. Donc, c'est pas encore totalement au point, mais ça a beaucoup soulagé tout le processus pour que, dès le départ, on puisse réduire d'environ à moins de 10% les dossiers valables. Mais malheureusement, après coup, on s'est rendu compte qu'on a manqué quelques excellentes candidatures. On ne sait pas comment elles sont passées à travers, mais après, quand on regardait le profil, on s'est dit « Ah, c'est dommage ». Mais le nombre est tellement grand qu'on s'est dit « On sait qu'on va perdre quelques bons profils, mais tant pis ». Alors, ça fait partie des problèmes, puisque à la dernière sélection de l'Agence spatiale européenne, il y a eu 23 000, je crois. De l'ordre de 23 000, dont 1500 ont été sélectionnés sur dossier, donc avec de l'intelligence artificielle, avec une revue assez rapide, mais quand même systématique par des humains, pour aller à la deuxième étape, qui est la première étape psychologique, où les candidats font face à des machines. Donc les 1500 ont fait face à des machines pour des tests psychotechniques, logiques, des tests psychologiques, des tests psychomoteurs. Et sur les 1500, 400 sont dans la troisième étape, qui est la deuxième étape psychologique, qui est en cours actuellement, où pour la première fois, les candidats font face à des humains. Il n'y a pas d'IA du tout dans cette partie-là. C'est vraiment de l'interaction humaine entre un jury et des candidats. Est-ce que l'un de vous sait si on utilise les mêmes procédés aux États-Unis ou au Canada dans les sélections canadiennes qui sont moins fréquentes qu'aux États-Unis, hein, mais qui se font aussi? Au Canada, au Canada, non. À ma compréhension, il y a eu initialement, la première ronde, c'est vraiment juste des données brutes. Quel âge avez-vous? Avez-vous un diplôme? Combien vous mesurez? Avez-vous un dossier criminel? Des choses comme ça. Alors ça, c'est pas de l'IA là, pour filtrer ça. Donc il y a une première sélection qui est automatisée, parce que pour les critères noir ou blanc, comme disait Jean-François. Mais dès que ça devient un peu plus subtil, non, c'est revu par des humains. Et il y a deux aspects à ça. D'abord, une intelligence artificielle, il faut l'entraîner. Donc, il faut lui donner la réponse quand elle est à l'école. Donc, où est la base de données pour lui donner la réponse pour une sélection d'astronautes? Et puis après ça, par contre, c'est stable, une intelligence artificielle. Alors que se fier sur des humains, il faut qu'il y ait une bonne journée, des fois il y a une mauvaise journée, il y a une fluctuation, il y a une incertitude plus grande. Alors, il y a des plus et des moins. Aux États-Unis, je ne sais pas. Ouais. Est-ce que vous avez aux États-Unis une idée si c'est utilisé ou bien on utilise plutôt les... Alors, Terry est désigné par Eileen comme étant le répondeur à cette question idiote de ma part. Terry did astronaut selection. En anglais, I did the astronaut selection in 2017, and we were still manually flipping through applications. We had 17,000, and it was humans that were doing it at the time. I think they're starting to use that more now, but the last one I did, it was 2016. Anyway, we were still flipping papers, and it was painful. A lot of paper once again. Beaucoup de papier, oui. I think this illustrates exactly where AI can be so beneficial and so transformative, is that you don't apply it to the whole process. You apply it to the part of the process that
you can, but you need to test it and make sure that it goes to the criteria, and then you have to have the verification phase. And that verification still needs to be human, but it takes away a fair amount of the basic. When it comes then to personality and character, I think humans are still better than machines to judge that. I want to add something too, that as part of that, we were doing it manually, but the computers did have a first cut at it. I remember this now. And they threw out like a third or a half of the applications because the people had hit the wrong button to upload their college transcripts. So it was a simple software problem that disqualified like thousands of people. It was a real problem, actually. Oui, je voulais rajouter dans la sélection d'astronautes quelque chose qui est vraiment vital, c'est de sentir à quel point le candidat se sent vraiment fait pour ce job. Il faut sentir qu'au fond de ses tripes, il sent que c'est son destin. C'est pas juste une aventure qu'il veut tester comme ça. Et ça ne peut pas être testé par des machines. Il faut à un moment donné l'interaction avec des questions qui sentent que ça sort du cœur du candidat. C'est « je suis fait pour ça ». Et parmi les astronautes, vous en avez que l'on connaît, avec qui on a volé dans l'espace, etc. Il y en a qui sont plus ou moins motivés, mais tous ont au fond d'eux ce sentiment que c'est fait pour eux. Et c'est important de mesurer ça. Et la machine ne peut pas mesurer. Il faut être dans l'interaction humaine pour... Il y a un autre aspect relié, Jean-François, l'envers de la médaille, je ne sais pas si vous vous souvenez. So throughout astronaut training, there's all these tests, you know, but at the end of the day, there's always one test that's like the final test is when they ask your peers one question. Would you go to space with that person? You know, and nobody better ever answer no about you because that's kind of the end. So, and can a machine answer that question? Would you go to space with that person? I don't know, that's difficult. So in an interview on the panel, I guess that's what's on the back of your mind when you assess a personality. Lors des interviews jury, après qu'un candidat sorte il y a des tests de groupe où le jury observe et des interviews individuelles. Et là, après qu'un candidat sorte, ça m'est arrivé de dire au psychologue qui faisait partie du jury, cette personne, je vole dès demain dans l'espace, mais sans question. Et pour les psychologues, c'était très important de la part d'un vétéran d'avoir ce genre de retour. Mais il faudrait qu'une intelligence artificielle ait volé souvent dans l'espace et interagi et accumulé toutes ces données pour être capable d'avoir ce genre de... Mais Jean-François, David, je pense dans le film 2001, la réponse pour Hal, c'est non. Il ne veut pas aller en espace avec Dave Bowman. Ouais. Bon, donc on voit qu'on est dans une période de transition, en fait, où on a quand même une aide, je dirais, mécanique, technique, informatique, qu'on peut appeler de l'intelligence artificielle, qui traite un grand nombre de données, mais on reste quand même... Alors, heureusement ou pas, chacun peut penser ce qu'il veut, mais on reste quand même dans une interprétation, une action humaine à différents moments et à différentes étapes de ce processus, et notamment dans les dernières étapes. Donc, on voit qu'on est dans une période de transition et personne ne peut prédire ce qui va nous arriver dans les 15, 20 ans qui viennent et comment ces choses-là vont évoluer, dont on sent quand même qu'elles vont changer notre vie et intervenir de plus en plus dans notre vie. Et donc, j'ai un peu cette question sur... les autres phases de la vie des astronautes, alors je vais sauter parce qu'on a mangé une partie du temps avec l'alarme incendie. Je vais donc pas parler de la formation, mais je vais aller directement sur les phases critiques. Et notamment sur une question qui me taraude moins, c'est quand on est astronaute ou quand on est dans des actions un peu chaudes, je dirais, on fait confiance aux automatismes. La navette, elle s'arrête automatiquement s'il y a un problème sur le moteur principal, les boosters ne se mettent pas en route et ça s'arrêtait. Il y a encore des fusées qui fonctionnent de cette façon-là. Il y a un grand nombre de phases qui sont entièrement automatiques. Est-ce qu'on les accepte? Il n'y a pas de choix. So, comme pilote d'essai, il y avait un système sur le F-16 qui s'appelle Auto-GCAS. J'explique en anglais. C'est un système quand l'avion va... en anglais. Mais je ne peux pas cesser je peux pas arrêter le français. Anglais. Sorry, I'll flick the switch. Okay, English. Soon it'll be in Russian. When the airplane is going to hit the ground,
we have systems that warn the pilots. In your Boeing and Airbus, it says, pull up, pull up. But in the F-16, we had the system that actually took control of the airplane and would fly the airplane away from the ground. And a lot of my fighter pilots did not want that because they want to be in charge of the airplane. They don't want to give the computer charge. So the Air Force didn't buy the system for a decade. And we lost 18 pilots and 19 airplanes that would have been saved had they bought the system. So, and a whole squadron of F-16s were killed because their airplanes were hitting the ground, including the guy that, when I became to NASA, my replacement was killed. So 15 years later, I get a text from a friend of mine, Terry, your system's finally working. And it's a famous video, Google Auto GCast, it comes up right away. His student went into a high G turn, passed out in Afterburner and was flying towards the ground, and the computer flew the thing away. And so we went through this phase, nobody trusted the system, and lots of people died. Way more people hit the ground in accidents than get shot down by the Russians or Iraqis or whatever. And it was a question of trust, and when they finally trusted it, now it's saving their lives. And by the way, the F-16 first flew in 1974. So we gave control to the computer in 1974 because it's a fly-by-wire system. So we call our computer HAL, actually. We say, HAL's flying the jet. So that trust is important. And like the self-driving cars, there's going to be accidents, you know, somebody gets killed. But the reality is it probably saved a lot more lives than it cost. So we need to be able to think about those issues logically and not emotionally, which is hard for people to do, to say the least. Julie. But that's where the people in Lion Air and Ethiopian Air would have said, oh my, I was missing one thing. I trusted that this airplane would pull out or stabilize itself in some attitude that would save me, the pilots, and the crew. Of course, I'm talking about the Boeing 737 MAX airplane accidents. What they were missing is probably what is so important when we talk about automated systems, is the override button. En français, c'est presque impossible de traduire ce mot. Je ne sais pas si toi, David, tu as une meilleure. Je l'appelle outrepasser. Le bouton pour outrepasser, pour canceller, pour reconfigurer, pour abroger ce qui est établi, parce que l'humain dit non, 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 je ne suis pas dans une situation dans laquelle je suis confortable, je veux arrêter le système automatisé. Et malheureusement, that was not possible on these airplanes. Now, Terry is absolutely right. I really strongly believe that we're in a transition place where we are progressing toward a new dimension of vehicle-machine or human-machine interaction, where we need to start trusting that the machine will understand, will know our needs, and know what to do. But then at the same time, that communication, the machine has to communicate back in a way that the human still can finish everything and override, outrepasser le système quand l'humain décide d'outrepasser. Je pense que le problème, je ne sais pas si c'est un problème éthique, mais le problème sociétal que ça soulève, c'est que on peut avoir 1000 accidents, parlons des voitures par exemple, on peut avoir 1000 accidents de voitures causés par des erreurs humaines, et on accepte ça parce que l'erreur est humaine. Mais il suffit d'un accident causé par une voiture qui se conduit toute seule, et là c'est inacceptable, parce que c'est une machine qui a tué des gens. Et on n'a pas les mêmes critères de pardon à l'erreur. Ou de confiance. Ou de confiance, c'est ça. Mais on tolère l'erreur humaine, on vit avec, mais on vit dans des systèmes de plus en plus complexes. Hein. Notre vie est presque entièrement artificielle, presque entièrement créée par des ingénieurs. Les vêtements qu'on porte, la nourriture qu'on mange, les endroits où on habite, on passe notre vie à faire confiance à des systèmes. C'est juste que l'IA, c'est comme une étape de plus, soudainement. C'est comme si on devenait, les êtres humains allaient arrêter d'être des ouvriers et n'être que des gestionnaires. On va avoir des robots pour tout faire. Hein? C'est un peu la version décisionnelle de la transition industrielle qu'on est déjà en train de faire. Oui, mais je crois, David, que le problème, c'est qu'on ne communique pas assez sur le nombre de fois où l'automatisme a sauvé la situation. Ouais. C'est comme dans les accidents d'avion. Mais on le voit avec les voitures, parce qu'on sait très bien qu'avec les voitures self-driving cars,
que ces voitures-là vont diminuer le nombre d'accidents. Je regardais la dernière statistique aux États-Unis, 45 000 personnes qui perdent la vie sur les routes à chaque année. C'est énorme. C'est des vies qu'on peut, surtout dans des situations comme plutôt contrôlées à basse vitesse sur traffic jam. Il y a des gens qui s'endorment. Ou des Par contre, on le sait très bien que c'est une machine qui contrôle l'auto parce que dès qu'on s'assoit, vous l'avez certainement vécu, on s'assoit, puis là, l'auto, elle fait bing, 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 safety bell, puis il veut qu'on attache le sac qui est sur le siège du passager. C'est une machine, elle ne sait pas que c'est un sac. Il n'est pas encore assez intelligent. On pourrait l'apprendre, en fait. Voilà. Deep learning, oui, Yoshua Bengio quand on a besoin. Mais elle pourrait le savoir. On pourrait. Le problème, c'est qu'on pourrait améliorer les systèmes en les rendant plus complexes. Oui, mais on n'arrivera jamais à 100%. Mais chaque fois qu'on veut améliorer, d'ailleurs, pour moi, le spatial, c'est un peu la même question. Chaque fois qu'on veut améliorer la chose. L'exemple de la ceinture de sécurité est intéressant parce qu'effectivement, il y a une masse sur un siège, ça déclenche une alarme. Personne ne sait ce que c'est. Il pourrait très bien y avoir en face une caméra avec reconnaissance de forme qui dit c'est un sac, c'est pas important, c'est un chien, je peux pas l'attacher, c'est un sac. Ça viendra. Se faire. Mais le problème, c'est que derrière, il y a un coût logiciel, un coût informatique, un coût technique. Et puis, si on veut parler de spatial, il y a de la masse, il y a de la donnée. Et donc, c'est quelque chose qui va poser un problème. Donc, faire une chose automatique, systématique, c'est relativement simple. Alors, je parle à des ingénieurs qui vont me dire que je simplifie un peu trop. Quelque chose d'automatique avec des réponses binaires, je dirais, c'est quelque chose qui est concevable. Mais dès l'instant où on a une multitude de données avec des réponses qui ne sont pas oui, non, mais peut-être, c'est là que je voudrais savoir, est-ce que vous êtes prêt à y croire et à vous confier votre vie dans toutes les différentes phases de vol dans lesquelles vous ne pouvez pas ou très peu intervenir, qui sont les phases de décollage et les phases d'atterrissage, et puis les phases critiques. On peut penser aux incendies qu'il y a eu sur Mir, par exemple, où là, ce sont les hommes qui ont réagi. Comment est-ce qu'on pourrait faire confiance à une intelligence artificielle pour dire on évacue, on n'évacue pas, comment on intervient? Je pense que... Ah, vas-y. Je veux juste dire, dans le cas de la navette spatiale, mais Aileen va pouvoir en parler parce qu'elle a connu la pire combinaison de panne qu'on puisse connaître en montée, mais les 90 premières secondes de montée sont la période pendant laquelle on considère que l'humain ne peut pas être aussi bon que la machine. Les pilotes n'ont pas le droit, ils peuvent physiquement, mais on leur interdit de toucher aux manches, de passer en mode manuel pendant les 90 premières secondes parce qu'on considère que seul l'automatisme est capable de traiter correctement les informations et de piloter le vaisseau sans risquer de le désintégrer par des efforts structuraux trop importants. Donc la première d'ailleurs parole de l'ingénieur navigant entre les deux pilotes lors de la montée, c'est à 90 secondes, CSS, OK, à partir de maintenant, Control Stick Steering. Mais Aline peut commenter parce qu'elle a une histoire intéressante à raconter lors de son avant-dernier vol. Well, that's correct. I would add something, a different example from the pilot of a space shuttle. One of our jobs, after main engine cutoff, MECO was main engine cutoff, there's switches on the right panel. You must purge and vent the main propulsion system. If you throw the switches in the wrong order, you can build up pressure that will explode. And, I mean, you could blow the end of the space shuttle, human error. That process was eventually automated. I think maybe Terry saw it automated because it was so important. But that was automation. So artificial intelligence would actually, I mentioned before, you need lots and lots of data. And you also need to be learning. So the system needs to learn what is different and make, not just throw the switches in this order, but what is different from my database, and do I need to change something here? And if all that fails, you still need the manual override. The problem for the pilots is we don't see all the data. As Jean-Francois said, the mission where we had that problem, the
pilots never saw the data. We didn't know that we had a problem until, I would say, bedtime that night. Mission Control told us. So in cases like that, it's important that you either have the automation or you have the advanced automation, which would be the learning, the artificial intelligence, that could actually make a decision. David. I think it's a fundamental challenge for spaceflight and AI, because we will forever be poor with data. You know, we'll have to train those AI systems based on simulator data, and then it will just resemble the hypothesis that we put in the simulator, right? If you make a model and then you train AI on your model, well, guess what? It's going to react to the model. So you have to trust your data, you have to have it organized, and then you have to pull the data what you need. So it's very important that the data's organized and you get what you need at the right time. So it goes fast. Good point. At the very beginning of natural language understanding, computers understanding people speaking, je peux parler en français aussi, hein? On avait des très très mauvais résultats de reconnaissance. On nous disait ça ne marchera jamais parce qu'on a 90-91% de reconnaissance vocale. Et les gens disaient, on ne comprend rien. Mais la communication humaine aussi a des erreurs. La communication à 100% chez les humains n'existe pas plus. Mais déjà 91%, quand nos modèles n'étaient pas encore assez sophistiqués, qu'on faisait encore de ce qu'on appelle du speaker dependent recognition, qui était selon la voix entraînée d'une certaine personne, et si on mettait une autre personne, oubliez ça, le système ne fonctionnait pas. On faisait le gros du travail avec nos algorithmes, et on mettait ensuite un module linguistique, parce que c'est rare qu'on a la lettre K qui suit la lettre R, qui suit la lettre T et qui suit la lettre V d'un coup. Alors, le module linguistique aidait la reconnaissance, et puis à la fin, un humain qui passait, qui faisait surtout pour la traduction. Aujourd'hui, vous le savez bien parce que vous utilisez ça avec vos téléphones, puis avec partout, la reconnaissance vocale. C'est maintenant pas dépendant du locuteur, mais c'est aussi encore, il y a des modules de plus, et dans le cas d'un endroit où il n'y aura pas suffisamment de données pour faire le système, il faudra avoir le trust, yes, but verify, and I insist again, override, if needed, jusqu'à ce que ce soit mieux, qui fonctionne un peu mieux. We all come from different backgrounds. Some, like David, is a medical doctor, and I'm an electrical engineer, but some of the others are mechanical engineers or aerospace engineers. Some are zoologists. We had a veterinarian. Michel was selected as an astronaut. His mission was cancelled, exobiologists, so we all come from different. What we do have in common is that we have a technical background, because being a spacecraft operator is a very technical job. And you learn about how to operate the spacecraft, you learn about the orbital mechanics and geology and astronomy. You need to have a bit of a headway on this one. But really, when you arrive at astronaut school, which is really cool, by the way, you don't know how to operate a spacecraft. Some of my colleagues are more advanced than I was, certainly Terry with aviation, but you learn on the spot, and that's why it takes several years before you're ready for a mission where you're the main operator on the spacecraft. And every single part of that training is phenomenally fun, because you get to learn, you get to work with really cool people. So maybe, Eileen, you want to comment on this? Okay, and get I will say this. Foreigners. I was told when I became an astronaut that the best astronauts are people who can switch from one topic to another quickly. That's hard to do. Making a transition from this task to this task, your mind needs a transition period. But one of the more senior astronauts told me people that can do that quickly and efficiently will have an easier time being an astronaut. And that is a skill that you need to learn. You know, let's say I'm working on an experiment, and now I've got to go fix the galley, and now I've got to go take pictures with Billy Bob or something like that. So
especially on the space shuttle because there's short missions and every minute is valuable. Je peux rajouter un élément de réponse. Bon, le métier d'astronaute, en une phrase, consiste à être opérateur de machines complexes en environnement extrême, hostile, confiné, isolé. Les machines complexes, c'est le vaisseau, le scaphandre, le bras robotique ou les bras robotiques canadiens, japonais, européens, et toutes sortes d'appareillages scientifiques complexes, des séquenceurs d'ADN, enfin des centrifugeuses, etc. Donc, le métier le plus proche, c'est le métier de pilote d'essai, comme Eileen et Terry. C'est une machine complexe. Mais c'est vrai que depuis l'ère navette spatiale, on sélectionne dans des univers encore plus larges de métiers d'opérateurs, pilote d'avion, d'hélicoptère, plongeur professionnel, nageur de combat, sous-marinier. Il y a une femme sous-marinière qui va rentrer aujourd'hui, je crois, ou demain. On a aussi toutes sortes de métiers techniques d'ingénieurs en computer science, en propulsion, en thermique, en électronique, informatique, et un éventail encore plus large dans les métiers scientifiques. On sélectionne les astronautes parmi astrophysiciens, physiciens nucléaires, vétérinaires, chimistes, biologistes, vulcanologues, océanographes. Pourquoi? Ça n'est pas pour leur demander d'exercer leur spécialité une fois sélectionnés. Une fois sélectionnés, on est tous formés au même job. Comment fonctionnent nos machines et comment les utiliser, ce qui n'est pas la même chose. Vous pouvez savoir comment fonctionne une voiture sans savoir conduire ou inversement. Mais alors pourquoi sélectionner un astrophysicien si on ne lui demande pas d'exercer des compétences d'astrophysicien? Parce que si dans un équipage vous n'avez que des pilotes d'essai, ils raisonnent tous de la même façon. Mais si dans un équipage vous avez un pilote, un ingénieur, un scientifique, un médecin, chirurgien cardiaque, comme ils n'ont pas la même formation, expérience professionnelle, ils vont enrichir la capacité du groupe à trouver des solutions innovantes à des nouveaux problèmes. C'est la diversité. Et ça, c'est quelque chose, c'est un défi pour l'IA. C'est d'être suffisamment diverse dans la nourriture des données qui lui permettent d'être plus riche dans sa capacité de décider pour ne pas être mono-thinking. En fait, on a introduit dans les équipages avec l'ère navette ce que la nature nous enseigne avec la biodiversité. La diversité est un facteur accru de chances de réussir face à des nouveaux problèmes. Et c'est vrai que, en dehors de ça, il y a une chance incroyable. Moi, je l'ai ressenti. J'arrive à Houston, entouré d'astronautes de tous les horizons. Dans le couloir, je rencontrais des doctorants en astrophysique, en physique nucléaire, en médecine, des pilotes d'essai. C'était d'un enrichissement personnel incroyable. À chaque fois qu'on prenait le café, je rencontre Julie, on prend un espresso dans une machine amenée par un Italien, et puis on parle de choses qui n'ont pas de rapport avec notre métier, mais c'est une chance incroyable pour nous, astronautes, d'avoir grandi dans notre profession, dans cette richesse diversifiée. David, non? Oui, si je peux. Oui. Effectivement, c'est surprenant, la diversité initialement, puis on se demande, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais avec du recul, on finit par voir ce que les astronautes ont en commun quand même. Hein? Même s'ils ont fait des cheminements professionnels très variés, il y a quand même des choses en commun. Et ça, en rétrospective, c'est pour ça qu'on comprend, c'est vrai que lui ou elle était fait pour ça. Les astronautes ont tous fait des études avancées dans un domaine qui les passionnait. Parce que la seule manière d'être excellent, oui, il faut travailler fort, mais il faut surtout faire quelque chose qu'on aime. Donc, ils étaient impliqués à fond et ils sont montés au sommet d'une profession qui les passionnait. Après ça, les astronautes sont tous, on n'est pas tous des Olympiens, mais on est quand même en bonne forme. On respecte notre corps, on fait attention à ce qu'on mange, comment on dort, le stress, la fatigue, parce que peu importe le rêve qu'on a dans la vie, c'est notre corps dont on a besoin pour l'accomplir. Les astronautes sont tous raisonnablement respectueux de leur corps. Mais c'est plus au côté personnalité qu'on voit des trucs en commun. Les astronautes, d'abord, ont tous un sens pratique. Même s'ils peuvent comprendre la mécanique quantique ou, je sais pas quoi, la biologie moléculaire ou un truc abstrait, c'est tous des gens qui ont un sens pratique, ils sont ancrés dans la réalité. Et peut-être plus important encore, c'est en termes de caractère, c'est des gens en qui on peut avoir confiance. Ça semble facile à dire, mais quand un astronaute te dit « OK, c'est bon, je m'en occupe », c'est sûr que ça va être fait, là. C'est sûr. Et ça, c'est une question de personnalité, de devenir, de se
pratiquer. Il n'est jamais trop tôt pour se pratiquer, vivre dans le concret, comprendre les conséquences de nos décisions et être quelqu'un digne de confiance. Et ça fait que c'est un groupe formidable, hein? Le Bureau des astronautes. C'est des gens intéressants, qui comprennent les autres, qui sont dans le réel et en qui on peut avoir confiance. Parce qu'une fois que tu es tout seul dans l'espace, dans ta boîte de conserve, loin de tout, il faut vraiment que tu aies confiance les uns dans les autres. C'était une excellente question, comme vous voyez. Terry, do you want to add something? Alors, est-ce qu'il y aurait une deuxième question dans le public? Alors, justement, Pas de problème. enlève le masque, s'il te plaît. Bonjour, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. On est vraiment honorés que vous soyez ici. J'aurais une question par rapport à la demande qu'il y aura au cours des prochaines décennies ou au cours des prochaines années au niveau de la demande en astronautes commerciaux. C'est un domaine qui va être en grande demande. Et je me demandais comment est-ce que vous voyez la sélection d'astronautes par rapport aux astronautes commerciaux? Quelles vont être les différences avec peut-être les agences gouvernementales vis-à-vis des agences privées? Donc c'est ça ma question. La grande différence, c'est qu'il ne faut pas payer quand NASA hire you. Pour être astronaute commercial, il faut payer. C'est une sélection process vraiment simple. Ouais. Yep. Mais il y aura toujours besoin des astronautes, des opérateurs professionnels, comme dans un avion commercial. J'adore voler dans un avion commercial, mais je suis assise en arrière souvent, j'ai payé mon billet. Mais en avant, j'espère que ce sont des professionnels. Je pense que ça aide de regarder le problème sur c'est quoi notre rôle fondamentalement. Hein? Jusqu'à maintenant, jusqu'à assez récemment, les astronautes, c'était tous des astronautes gouvernementaux, si on veut. Et essentiellement, on est des explorateurs. C'est ça qu'on fait. On fait de l'exploration, on vole des prototypes, on fait des trucs un peu inconnus, on est des opérateurs, mais surtout pour des missions un peu nouvelles. OK? Donc, il y a un côté exploration dans le job. Là, ce qui s'en vient maintenant, c'est un univers où, il va y avoir des touristes dans l'espace. Alors, eux, ça va leur prendre des pilotes de vaisseaux. Bon. Mais il va aussi y avoir des gens dont le job est dans l'espace, mais c'est pas de l'exploration. Les gens qui vont être sur la base, sur la Lune, à miner du tritium, c'est leur travail. Ils sont pas des explorateurs. Les gens qui vont être, je sais pas, le cuisinier de l'hôtel en orbite qui va y avoir, son travail est dans l'espace, mais c'est pas un astronaute comme on l'entend. Donc, il y a plusieurs nouvelles catégories de gens qui vont aller dans l'espace, pas juste des explorateurs. Il va y avoir des travailleurs dont le job est dans l'espace, il va y avoir des touristes, il va y avoir des pilotes de vaisseaux spatiaux dont c'est uniquement le travail, c'est de piloter des vaisseaux spatiaux, un peu comme des pilotes d'avion. Donc, c'est juste l'évolution naturelle de cette capacité technique-là que les êtres humains ont développée de simplement se promener à l'extérieur de leur planète. Jusqu'à date, c'était extrêmement périlleux, limité vraiment à des programmes nationaux, un peu de tentatifs, mais ça va naturellement devenir plus commun. Ouais. Just a comment. I strongly believe it is a good thing to have commercial astronauts. The more, the better. Must do it safe, but it adds diversity of thought, so that is good. Maybe someone who can't get their experiment with the government, now they can do it with the company, but also it adds competition. We will go faster. Used to be competition between two countries, now competition commercially, it'll be good. We will go faster and farther, and we will do better, I believe. And specifically space tourists, I think it's great, because these people who can afford to pay for their own trip to space, they have way more influence on society than I have. Yep. These guys can actually come back, see the Earth from space. It is life-changing, that view. And of course you come back and you have a different perspective. So I think it's great that people with power and influence can have that view. L'Agence spatiale européenne aussi parle de l'idée de sélectionner un astronaute qui aura un handicap physique parce que travailler en apesanteur ouvre des opportunités qui, sur Terre, sont, dans certains cas, plus limitées. Il y a vraiment une volonté d'ouvrir à des profils différents du profil classique
d'opérateurs, pilotes de très haut niveau de technicité. Et c'est vrai qu'il y a ceux qui vont dans l'espace pour explorer, comme les équipages d'Apollo à l'époque, ceux qui vont pour travailler, comme des stewards dans la cabine, et le cuisinier sur les bases antarctiques au pôle Sud, et ceux qui veulent juste expérimenter l'expérience du vol spatial sur leur corps, les touristes. Donc c'est un peu la différence entre ceux qui sont dans le cockpit d'un avion qui font des vols d'essai, comme Terry, Eileen, qui ont testé des... Donc il n'y a que des professionnels à bord des vols d'essai, et puis les vols où il y a en plus des personnes dans la cabine qui servent des passagers, mais il y a de la place pour tout le monde. Et effectivement, le fait que... je vois plusieurs avantages, je suis tout à fait d'accord, c'est une très bonne chose, parce que les projets commerciaux diminuent la part des contribuables aux impôts pour les missions d'exploration. Parce que le prix est plus faible et les coûts fixes sont réduits par les vols commerciaux. Et en plus, tous ceux que nous connaissons qui ont volé en orbite, des privés, qui ont payé 10, 20, 30 millions, 55 millions de dollars, reviennent tous avec des messages très positifs pour la société. Ils parlent dans les écoles, etc. Et comme disait David, ils confirment toutes les valeurs positives de l'exploration, de l'audace et d'aller au-delà. Alors, juste, c'est une excellente transition parce que ma question suivante, c'était quel peut être le rôle de l'intelligence artificielle dans la préparation, par exemple, du programme lunaire, programme Artemis, sa prolongation et la succession qui est prévue. Les Chinois, par exemple, ont vraiment l'intention d'installer des bases permanentes sur la Lune. Je ne parle pas de colonisation, je parle simplement de bases à occupation permanente, comme les États-Unis actuellement, avec des coopérations internationales. Derrière, il y a des choix qui sont importants, il y a des choix déjà stratégiques, où est-ce que l'on va se mettre, où se trouve l'eau qu'on suppose ou que l'on pense qu'elle peut exister, comment on va l'exploiter, comment on va pouvoir l'utiliser, ne serait-ce que pour assurer la subsistance des gens qui sont sur place, et comment est-ce que l'intelligence artificielle pourrait éventuellement optimiser et faciliter cette installation de groupes humains pour des temps limités au titre d'exploration, je reste dans l'exploration, sur la Lune, et notamment en préparation vers l'exploration martienne qui va suivre. Ce sera ma dernière question, ça sera après on ira vers Mars. Mais on va rester sur la Lune pour l'instant, puisque on a déjà des vues différentes, par exemple avec, alors pour résumer, le Space Gateway, donc qui est l'étape, je dirais l'ancienne étape où il y avait des départs de la Terre, on se mettait on allait dans une station autour de la Lune, et puis de cette station, il y avait un engin qui descendait sur la Lune, qui remontait sur cette station, et il y avait un autre vaisseau spatial qui nous ramenait vers la Terre. Et puis il y a ce qui a été acheté par la NASA, si j'ai bien compris, dans le programme après Artemis, c'est le programme SpaceX où on envoie un vaisseau avec je ne sais combien de ravitaillements autour de la Terre, il va directement atterrir sur la Lune, et puis il en repart directement, il y a du ravitaillement en vol, et puis il revient sur la Terre. Donc c'est deux options tout à fait différentes, mais dans tous les cas, ça demande beaucoup de technologie, beaucoup d'optimisation, et beaucoup de gestion des risques à un moment donné. Donc en quoi l'intelligence artificielle peut jouer sur ces différentes phases ? Et comment est-ce que vous, avec votre expérience, voyez ça? Ou est-ce que vous pensez qu'en fait, il y aura toujours un facteur humain, compte tenu de la complexité des missions, la variété, il y aura toujours un facteur humain, même aidé par l'intelligence artificielle, mais qui sera prédominant? I have two stories for that, en anglais, cette fois. I'm an advisor for a company called Lunar Station, and they take different data sets going back to Apollo, and there's modern lunar satellites that look at the geography of the moon, the mineralogy, what minerals are there, the radiation environment, the gravity environment. We have all these different data sets, and so this company is putting them all together so you can visualize where you want to land, where you want to look for certain resources and so on. So that's one, it's a very computer-intensive AI system to take all the different data sets and integrate them in one thing. And when I was on my last mission, we had a payload that was it was an AI payload where when you go to the moon and Mars, you don't have mission control immediately available because there's a time delay. So astronauts, right now we're very dependent on the ground. Houston runs our lives when we're in space, but when you go far away, that won't be true. So the payload was to see if
this software could help the astronaut make decisions without having a team of engineers on the ground help us out. Those are two ways. In particular, I think on deep space missions to the moon, to Mars, I think we'll use AI to help us with medical problems. Because maybe we'll have one physician in the crew, if we're lucky. It will probably be a very rusty physician. Like I was the crew medical officer on my mission, and the last time I had seen a patient was like 5 years ago. So nobody better really hurt themselves real bad. So I was the crew medical officer, and I'm not a doctor. Yeah, so it's even worse. So we all dream of this like medical C-3PO, you know, who would give you sound advice, and you'll have a human make the final decision, I suppose. But I think that's one specific area where we're kind of condemned to be rusty, but there's so much data on the ground to train this assistant. I think that's feasible. The problem with, I go back to this, the problem with like an AI system, for example, helping you managing your spacecraft system, the thing is, where does the data come from? You know? We fly to space so rarely. Are you gonna train the AI on the way to Mars by allowing it to make mistakes? Yeah, I don't think you want to do that. So I think that's a conundrum of spaceflight and AI. We'll use stuff that was designed on Earth and used on Earth that can be brought to space, but stuff that's specifically to do with space, data is kind of, will forever be sparse. So I'll say, you ask a very good question. So what can we do right now? Terry talked about this, to start collecting the data. Mm-hmm. So AI, you need the data. Yep. The PNT with pointing, navigation, communication, we need to get satellites around the moon. Eventually, I mean, we do have the Lunar Observer there now, but we need more satellites there right now, collecting data, learning about the environment. And we can start doing that now, but it needs to be funded. We need to get that going. And I'm sure that's part of the Artemis program. But again, AI, you've got to have the data to be able to get these programs working so you can trust them. Can I give the example of the translation software that we have in front of us now? It translates when when we speak French, pour que Eileen et Terry parlent très bien français, mais Eileen aussi, elle comprend quand même un peu. Et en général, on a beaucoup de données, comment l'anglais et le français sont traduits. On a des données. Pourtant, le logiciel a de la difficulté dès qu'on sort du sentier battu de la langue. C'est-à-dire lorsqu'on dit les mots Miko ou même le mot Eileen n'était pas bien traduit. Et donc, on voit quand même, on est en 2022, que c'est absolument pertinent encore aujourd'hui que le système ne sera jamais exactement parfait. C'est bon. Moi, j'ai confiance qu'un jour, on va s'adapter, on va trouver une façon de communiquer avec les systèmes à the human vehicle level qui va faire qu'on va avoir cette confiance. Mais il faut la bâtir, cette confiance. Oui. Et on doit le faire avant de partir, je pense. Mais, alors je voudrais dire 2 ou 3 choses sur cette question de l'exploration. Intelligence artificielle au sens propre, intelligence, c'est qui comprend, c'est pas qui agit, mais qui analyse. Et ce qu'aime bien un opérateur, c'est qu'un avis extérieur lui donne son avis. Si j'étais à votre place aux commandes, je ferais ça. C'est par exemple le principe du guidage dans un avion ou dans un vaisseau spatial. Le guidage vous dit, voilà ce que vous devriez faire pour aller là où vous devriez être. Mais ça reste le pilote qui agit. C'est ce qu'on appelle la fonction de guidage par rapport à celle du pilote automatique. Et ça, c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce que ferait l'intelligence artificielle si elle était à ma place, mais je garde le contrôle. Ça, c'est donc l'intelligence, si c'est juste la façon de comprendre et d'analyser les données, ça n'est pas l'intelligence qui a le pouvoir d'agir. Donc souvent, quand on dit intelligence artificielle, on inclut la possibilité d'agir et de prendre la main. Mais c'est, au sens propre, intelligence artificielle, c'est juste analyser les données et donner une interprétation. Alors, c'est vrai que tant que les tâches seront répétitives, dangereuses, trop dangereuses, ou trop difficiles, même ne serait-ce que physiquement, il y aura toujours des machines et des robots à la place. Mais par contre, il y a une chose pour laquelle l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer l'humain,
Ça correspond en fait aux questions les plus souvent posées aux astronautes. Est-ce que vous savez quelle est la question la plus souvent posée aux astronautes? C'est « ça fait quoi d'être dans l'espace? Si j'étais à votre place, avec mon corps, mais je ressentirais quoi ?» Et c'est ça que veulent entendre les personnes restées sur Terre qui attendent de la part des explorateurs un retour des pionniers qui sont partis en éclaireur et qui reviennent. Et il n'y a qu'un humain qui peut répondre à ces questions. Et comme disait Hubert Reeves, j'étais à un festival de la fête de la Nuit des Étoiles à Paris, sur France 2, et c'est lui-même disait, vous verrez jamais un robot s'exclamer « Oh, regarde !» C'est qu'un humain. Et c'est ça, une machine. Et c'est ça qui intéresse les humains qui restent sur Terre et qui, par procuration, comptent sur les astronautes pour leur raconter des histoires. Voilà. Donc, l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer les histoires que racontent les astronautes avec leurs émotions, leurs peines, leurs sourires, leur joie et leur passion. Il y a une très belle histoire d'un équipage d'Apollo. Apollo, sur la Lune, il ramassait des cailloux. C'était ça, en pratique, leur travail. Et il y avait un horaire très serré, choisir des cailloux. Et puis, il y a une histoire célèbre d'un astronaute qui dit « Moi, pendant 2 minutes, j'ai arrêté de ramasser des cailloux. » Houston m'appelait, je ne répondais pas. Et j'ai décidé de ramener un caillou de moins, mais une émotion de plus. Parce qu'il anticipait que, au bout du compte, tout ce qui allait rester de sa mission lunaire, de réellement important, c'était l'expérience humaine, l'impression. Et on est un peu tous pareils. Si je dois résumer en un mot, 15 ans d'astronaute, ma mission spatiale, la vie en orbite, qu'est-ce que s'il y a une chose d'important pour moi, c'est que je peux fermer les yeux et voir la Terre qui flotte dans l'espace. Et je retourne, là, je la vois, là. Ouais. Et ça a tout jamais changé ma perspective. Mais ça, c'est difficile de concevoir qu'un robot puisse transmettre cette émotion-là. Eileen se souvenait que lors de mon premier vol, j'ai pris des photos des pyramides du Caire. J'en ai parlé aux informations à la télé française. Le lendemain, l'ambassadeur d'Égypte me dit « Vous avez parlé de l'Égypte, je vous invite quand vous voulez. » Et donc, il nous a invités pour 15 jours à visiter l'Égypte, la vallée des rois, des reines, même des tombes qui n'étaient pas encore ouvertes au public, découvertes 15 jours avant. Et lors du deuxième vol, j'étais en train de travailler dans le Space Hub, dans la soute de la navette où on avait un module pressurisé, et j'entends à l'intercom Eileen qui m'appelle « Billy Bob, on va survoler les pyramides, viens nous expliquer où elles sont, viens nous dire comment... » Parce que, mais jamais un robot m'aurait appelé, et après, on est devant les hublots, et on se passe, on partage ensemble, ça c'est très fort, le partage en équipage, on n'est pas tout seul, et on en pleure ensemble de vivre ces émotions, de partager l'expérience du vol spatial, de jouer avec des boules d'eau. On a fait des compétitions avec Aline sur la boule d'eau la plus immense et la vue de la Terre. I will tell you, space tourism will be very, very successful. I can't tell you to invest. I don't know how long it'll take, but it will be because of what they're saying, human experience. J'ai parlé de Canada, mais j'ai pas été invité ici. Non. Mais pourquoi pas? Speaking of Canada, a robot, il y a une procédure avec la navette spatiale. La navette spatiale avait souvent le bras canadien, l'original, Canadarm, et on le déployait. Mais si on n'était pas capable de le remettre à sa place pour pouvoir fermer les portes et revenir sur Terre, il y avait une procédure qu'on appelait de RMS Jettison Procedure, qu'on pratiquait seulement une fois parce qu'il n'y a aucunement personne qui veut jamais faire ça. Et effectivement, dans l'histoire de la navette, on n'a jamais eu besoin de se débarrasser du Canadarm en Jettison. Mais on l'a pratiqué une fois en simulateur. Et évidemment, quand j'étais là, on me demandait de le faire parce que j'étais la Canadienne de service pour cette chose. Il fallait que j'envoie les switches pour se débarrasser. Et puis là, on voyait dans le simulateur le bras qui volait, qui s'en allait. Et puis là, Mission Control would play the Canadian anthem. Oh, Canada. Emotions is something that still exists, n'est-ce pas? Alors, on va dans le futur, immédiat. Vous êtes astronaute dans un voyage
vers Mars ou plus loin que Mars, il y a l'intelligence artificielle qui fonctionne bien. Vous êtes en léthargie, c'est-à-dire en presque hibernation. Allez-vous faire confiance à l'intelligence artificielle pour vous maintenir en vie avec ce que vous savez aujourd'hui? Oui. Oui. On fait déjà... fait confiance aux ingénieurs pour des choses bien plus dangereuses que ça, en ce moment. Le cœur artificiel, c'est aussi quelque chose de... Il y a beaucoup de traitements médicaux maintenant qui sont assistés par des machines, qui sont avec de l'intelligence ou pas d'intelligence d'ailleurs, mais qui sont vraiment dont la vie des gens dépend très concrètement. Donc je pense que dans ce cas particulier, le problème c'est peut-être un peu la durée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va durer... et la maintenance, c'est quelque chose qui va durer loin de la Terre pendant, mettons, 10 ans. C'est plus difficile de faire confiance que pour quelque chose qui va durer 2 heures. On est dans le domaine spatial, on est encore un peu dans le domaine du prototype, dans l'amélioration à chaque mission et du grand risque pour les grands bénéfices. Quand on va envoyer des gens vers Mars, ils vont partir pour 3-4 ans sans aucune possibilité de retour ou d'avoir des pièces de rechange. Il va falloir que les systèmes soient à un autre niveau de fiabilité que ce qu'on accepte maintenant. Maintenant, la station spatiale, ça marche très bien, ça nous garde en vie, mais entre nous, à chaque mois, il y a un problème majeur qu'il faut réparer avec des pièces de rechange qui viennent de la Terre. On ne peut pas faire ça sur Mars. Fait que il va falloir passer à un autre niveau d'ingénierie, strictement parlant. Ouais. While she's going back there, I do want to remind everyone that in 2001 Space Odyssey, HAL 9000, the computer went rogue and killed 3 crew members. And that was a cautionary tale. Yes. Et qu'à ce jour, to this day, there's never been this kind of bad behavior in space, and we are international crew. We never lost an astronaut in orbit. We lost 4 crews on ascent entry, but never in orbit, despite the major catastrophes we have experienced in the 61 years of spaceflight. La dernière question. So I was wondering if of people that you have experienced on site, you have any insights of how the interface between the AI and the pilots or the technicians should be. So are you thinking about you should be the people asking the questions to the AI? Because you mentioned, Eileen, that you never had the full data, right? So should the AI be deciding which data you should look at? Should you be asking the AI which kind of data you want to see? Like I just have this like really stupid example, but yesterday my computer was telling me, oh, this program is malware. And I knew it wasn't, but it wasn't asking me. It was deciding on its own because they didn't have the proper whatever, right? So I was wondering here, it's vital to know which information is crucial to decide. So would you be the ones asking questions? What do you want to see from that AI interface? David, you were like joking about C3PO, but like, how did you imagine this actually working on site? Well, the first answer that comes to mind, and we'll see what the rest of the panel thinks, is a test plan. So whatever you do when you are developing new software, new hardware, you have a test plan. And you design your test plan that you need to meet these certain points, reliability, you can go on, but it's got to be tested. And before an astronaut flies or trusts a system, you have got to be assured that you have met those milestones in your test plan. And if you have not, now you go to risk management. And there's many different risk management techniques. So in the space shuttle, we used probabilistic risk management. So PRM, you can look it up. There's a lot online about that. But your question is not an easy one to answer. So I would say go to the test plan. You must have certain measurable levels of reliability before you trust. And then you need to have the ability to intervene and change the decision or change what's happening. Anyone else? Yeah, quick thought on that. It's important to differentiate intelligence, AI, with just computers. So computers can look at, we had an incident on my last space flight where the ammonia alarm went off. Ammonia is very dangerous, the most dangerous emergency we have on the space station.
And the computer told us there was a leak. We had to do this big procedure. It was a big deal. So the computer saw the pressure drop and it turned on the alarm. That's not intelligence. That's just, if then. Automatic. What would have been better if, and we don't see all the data that it's looking at. So if it looked at all these different data sets, it could have said, hey, I think there's an alarm leak, but if it's an emergency, you have to act immediately. But true intelligence would, like in Star Trek, the computer would say, there's a 78% chance that this is going to happen. So true intelligence is going to help you make decisions and tell you what it thinks. Dumb computers just are a 1 or a 0. Like it's either an emergency or it's not. And so I think we need AI that can give more background. I think this is it. Like if it's medical AI, you probably have a cold, but you might have brain cancer. And so, there's going to be, you're going to have, there's different shades of gray. Yeah. Can I? Just the last word. I want to talk to the engineer there, because I know your pain when you're trying to think, what does the user need? The thing is, you have to kind of play at being the user yourself. And I'll tell you a story. When, there's some astronauts who are like ace test pilots, and they're like, they got 5,000 hours, and they're like the best pilots in the world. There's some astronauts like me who all I had was like a hang glider license, and then I learned to fly airplanes during astronaut training. And we fly these jets, these high-performance jets, and a guy like me is always in the back seat, and then I'll have someone like Aileen or Terry in the front seat, and then I'm like, I get trained to be their navigator, their assistant, like a human AI type of person. And it's difficult to learn to do that job well, but because it boils down to understanding for yourself, what does the pilot need? And so that's why the pilots, at some point, when they think you're not ridiculously dangerous anymore, they sit on their hands and they let you fly. And they play at being your navigator. And then you suffer yourself the lack of information, and you figure out for yourself. And that's when you can become a good navigator, is when you have experience for yourself, the anxiety of the pilot who craves situational awareness and data, and it clarifies in your mind, oh, this is what a pilot needs. Now I can go back and be the best navigator ever because I know what a pilot wants. So I think when I was a young engineer designing these biomedical systems in cardiology, well, I stood for a month in a cardiology, like a surgical room, to try to understand what surgeons look for, what do they need. It's a perspective, because you try to emulate a human relationship. So you kind of have to start with the human relationship itself. Can I say that this is exactly where you could decide to invest some time, students and researchers, is in improving the communication machine-human. Because the human may need something different but it has to be able to communicate with the machine, and the machine has to be able to communicate back, whether or not it can fulfill the request. So, on this last word, thank you, Julie. First, I would thank all the astronauts for this roundtable. Please. On se lève. Merci. Et donc, je voulais remercier, bien entendu, l'Université de Montréal, la Ville de Montréal, ainsi que le gouvernement du Québec, qui nous aident à organiser cette rencontre, comme ce congrès, donc Time World, intelligence artificielle. J'ai des difficultés entre l'anglais et le français. Et donc, je vous souhaite une bonne continuation pour la journée. Et je vous donne rendez-vous pour les autres tables rondes et pour toutes les conférences qui vont se poursuivre, donc, et celle qui va commencer immédiatement. Merci à toutes et à tous.